Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Bruno Audin, journaliste au quotidien L'Humanité, spécialiste de l'Allemagne. Il a publié il y a quelques années aux éditions Le Temps des Cerises un ouvrage intitulé « Le modèle allemand, une imposture ». Bonjour Bruno Audin. Bonjour. Alors, Frédéric Merz a été élu, mais il a été élu qu'au deuxième tour de scrutin. C'est un bon ou mauvais signe ? C'est franchement un mauvais signe parce que jamais dans l'histoire de la République fédérale, un chancelier n'avait été aussi mal élu que lui. Jamais c'était arrivé qu'une coalition présente un candidat à la chancellerie et que le Bundestag ne vote pas en faveur de ce candidat, ne lui accorde pas la majorité absolue comme c'est requis. Les manques de voix, elles viennent de son camp ou... Non, elles viennent des deux camps. Je pense qu'on y reviendra peut-être, mais c'est à la fois des frustrations dans les deux camps, dans le camp de la CDU comme dans le camp du SPD. Dans son propre camp, est-ce qu'on n'est pas en train de lui reprocher son pivot sur deux éléments essentiels ? Le premier, la relation transatlantique, donc avec les États-Unis, et le second, l'orthodoxie budgétaire qu'il semble vouloir faire sauter. Oui. Alors l'orthodoxie budgétaire, ça, sans doute, ça a joué un rôle parce que il s'était engagé à préserver le frein à la dette, ce qu'on appelle le frein à la dette, c'est-à-dire la règle d'or qui est inscrite dans la Constitution allemande depuis 2009 et qui interdit de faire un plus de 0,35% de déficit du budget fédéral. C'est du Maastricht multiplié par 10. Et donc il a suscité, là-dessus il s'était engagé auprès de son parti, auprès de son électorat, à le respecter, même s'il a tenu un discours un peu ambigu sur la fin. Sur le premier élément, la relation transatlantique, des reproches aussi du côté de son camp ? Non, je pense pas. Là, je pense qu'il est plutôt sur... Merz vient du business. Il était représentant en Allemagne de BlackRock, le champion de Wall Street. Et il est multimillionnaire, il a son jet privé, etc. Donc de ce point de vue-là, il est dans son propre camp, en tout cas, il est très, très à l'aise. Et il se fait fort de parler avec Trump comme un chef d'entreprise qui négocie, qui marchande, comme sait le faire le président des États-Unis. Bon, il a quand même été choqué par la manière dont Trump traite l'Europe. Et il parle de plus en plus de la nécessité d'une certaine autonomie stratégique de l'Europe. Je dis bien certaine parce que ce n'est pas évidemment celle qui est calquée sur la position française. Oui, c'est moins compliqué de dire, parce qu'il y a les espoirs français d'autonomie stratégique. On en est encore très, très loin avec Merz, qui donne des signes de fidélité, en tout cas d'alignement sur sur l'atlantisme. Il aurait préféré un atlantisme avec un Biden à la tête des États-Unis, mais il se fera un atlantisme. Il a dit qu'il se ferait un atlantisme avec Trump à sa tête. Et il pense, dans la conversation qu'il a eue qu'il a eue ces derniers temps avec le président français. Avec le président français, il est tout à fait clair. Il dit il n'y a pas de solution possible avec l'Ukraine sans les États-Unis. On revient sur l'orthodoxie budgétaire. Il a quand même, depuis les élections du 23 février, me semble-t-il, piloté le fait qu'on annonce près de 1 000 milliards d'euros d'investissement de l'Allemagne dans les infrastructures, pour moitié, et pour autre moitié dans l'armement.
Ah, tout à fait. C'est un vrai changement de pied. C'est lui et son partenaire du SPD. D'accord. Il faut voir aussi que, et pas seulement son partenaire du SPD, les ministres présidents des différents lenders, CDU, des différentes régions. Ah, d'accord, CDU. Ouais. Qui, eux, souffrent très très fort de ce frein à la dette qui les empêche. Les lenders sont interdits de faire des déficits. Ouais. Au niveau fédéral, vous avez droit à 0,35%. Au niveau des lenders, c'est complètement interdit. Interdit. Et ça, ça n'a même pas changé. Et ça doit changer. Ça doit changer. Mais ça change, mais c'est un assouplissement du frein à la dette. Le frein à la dette demeure inscrit dans la Constitution et simplement, sur deux thèmes, deux dossiers, on a assoupli le frein à la dette. Sur le dossier de la défense, c'est-à-dire que là, on va pouvoir dépenser des centaines de milliards d'euros. Ouais. Et sur le dossier des infrastructures. Mais là, il y avait vraiment un besoin au niveau des infrastructures. Routes, aéroports, gares, etc. Voilà. À la fin de l'année dernière, fin de 2024, il y a eu un pont qui s'est effondré dans plein centre-ville de Dresde, sur l'Elbe. Après le passage du dernier tram. C'est un miracle. Ça a pu être une catastrophe. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de victimes. Et il y a après, la presse allemande a relevé qu'il y avait des centaines de ponts qui étaient dans une situation branlante comme ça. Et donc, il fallait, parce qu'il n'y avait pas eu d'investissement dans la maintenance et tout. Donc là, sur le plan des infrastructures, il y a vraiment un besoin. Et puis, il y a ça et il y a les infrastructures numériques aussi. L'Allemagne a beaucoup de retard. La première puissance économique de l'Europe a beaucoup de retard sur la fibre optique, etc. Voilà. Donc, vous l'avez dit, la première visite du chancelier Merz est effectuée à Paris avec une rencontre avec Emmanuel Macron. Ils semblent s'entendre, mais il y a quand même des dossiers où ils vont avoir des difficultés, notamment sur les traités de libre-échange. Merz est pour la signature, notamment avec celui du Mercosur, Brésil, Uruguay, Paraguay, Bolivie, Argentine. Mais les Français ne sont pas forcément pour. Oui, mais ils ont échangé là-dessus. Ils sont lors de la conférence de presse, ils sont restés très, très courtois et sibyllins sur le résultat. Vous pensez que vraiment ils ne s'entendent pas là-dessus ? Mais ils ne s'entendent pas. Je sais pas quelle est la position d'Emmanuel Macron sur le sujet, sur le Mercosur. Mais en tout cas, le président français aurait beaucoup à perdre à un traité sur le Mercosur qui signifierait la venue de produits agricoles sur le marché français qui concurrencerait l'agriculture française. Tandis que l'Allemagne, par contre, aurait tout à gagner à une ouverture des frontières du Brésil et des autres pays. Pour ses voitures et ses machines-outils. Voilà. Alors, est-ce que son agenda social sur les lois sociales s'annonce plus sévère que ceux de son prédécesseur, notamment sur le temps de travail ? Oui, là c'est l'une des choses qui a d'ailleurs contribué vraisemblablement à ce qu'il ne soit pas élu au premier tour. Ah oui. Il y a la gauche du SPD qui a été marginalisée dans le gouvernement Merz et qui s'est manifestée de cette façon-là pour protester contre le fait que l'une des premières mesures que veut instaurer le gouvernement, c'est une loi pour se débarrasser de la journée de 8 heures. La journée de travail de 8 heures. Journée de travail de 8 heures qui est inscrite jusqu'ici dans le Code du travail allemand. Et on veut... Donc c'est 8 heures sauteraient, mais il n'y aurait pas de bornage du temps de travail ? Non, il y aurait pas de... le bornage serait un bornage européen, c'est-à-dire qu'il y a la semaine de 48 heures. C'est un bornage hebdomadaire. Mais ça a suscité aussitôt beaucoup d'émotions du côté syndical. Je vois la représentante du syndicat DGB, Yasmina Fahimi, a protesté très très fortement le jour du 1er mai, dans la manifestation du 1er mai, contre cette mesure contre le Code du travail. C'est-à-dire, on a déjà le modèle social allemand a déjà été très abîmé par les réformes
par des réformes précédentes. Et notamment du SPD par Schröder voilà, il y a quelques années ouais. Avec les fameuses lois Hartz, etc. Ouais. Et là, c'est très abîmé au point qu'aujourd'hui, moins d'un salarié allemand sur 2 est couvert par une convention, l'équivalent d'une convention collective française. Donc, et à mon sens, c'est l'une des raisons des difficultés du modèle. Parce que y a un besoin d'investissement, pas seulement dans les routes et les infrastructures, mais aussi, ouais. dans les hommes, dans les formations, etc. Bruno, que nous disent les nominations des ministères économiques, c'est-à-dire le ministère de l'économie et des finances? Le ministère des Finances, il revient à Lars Klingbeil, qui est le co-président du SPD. C'est lui qui a quasiment donc tout c'est mené. un SPD, on est d'accord? Ah oui. C'est pas un CDU. Non, c'est un SPD. Ouais. Et qui a quasiment tout conduit son parti dans cette coalition. Libéralisation, dérégulation. Voilà. Et avec un effort de libéralisation qui a été extrême, au point que l'aile gauche du SPD est totalement marginalisée. C'est très grave parce que il y a sur le plan social ce qu'on vient de dire, mais il y a aussi sur le plan de la sécurité, ce qui a été une grande tradition du SPD depuis le chancelier Brandt. C'est lui qui a mis en place cette politique de détente avec l'Est, cette politique qui a donné qui a donné la naissance de l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe, qui c'est pas à Helsinki. Ouais. Et il y a un certain nombre de gens du SPD qui sont restés fidèles à cette stratégie-là, à cette stratégie de détente. Et voilà. Merci Bruno Audin, on va suivre ce dossier. Merci Bruno Audin pour vos réponses. L'invité de l'économie est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.